Mais le MRC est, entre 2018 et 2025, encore plus fort qu'avant. Parce que les Camerounais, non pas seulement les militants du MRC, mais les Camerounais ont compris que c'est une décision importante qui a relevé le niveau de conscience politique du Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prêts en 2025 qu'en 2018. Alors, on dit d'ailleurs que c'était une décision qui a permis... incontestable aujourd'hui dans l'opinion publique. Et j'ai aimé l'analyse d'un sociologue ou d'un intellectuel sur un plateau, ça se partage sur Facebook, et qui a dit: mais ce monsieur Maurice Kamto doit être un génie. Comment est-ce qu'il a boycotté les élections municipales et législatives en 2020? Mais entre 2020 et 2025, il réussit à tenir en haleine la société politique camerounaise. On ne parle que du MRC depuis 2020. Et ceux qui pleurent le boycott, je suis assis devant vous, ceux qui pleurent le boycott, c'est le RDPC. On est content de cette action politique. Mais tous les jours, c'est eux qui pleurent du boycott. On est très heureux de ce qu'on a fait, parce qu'on a permis aux Camerounais de voir le niveau de fraude électorale dans ce pays. Ils avaient décidé du niveau de mairie qui donnerait au MRC. Ils avaient déjà décidé de qui viendrait être député au MRC et qui retournerait après. Mais la chandelle qu'on leur a donnée par le boycott, c'est n'avoir pas participé. Merci. Mais bien sûr. Ce qu'il faut remarquer quand on voit la particularité de la région du Sud, c'est dit dans la lettre. C'est une lettre qui est adressée aux populations du Sud. Et c'est une population qui subit également les mêmes revers du sous-développement que nous avons dans toutes les autres régions du pays. Cette lettre a quelque chose de salutaire. Parce que vous voyez, dans le changement qui arrive en 2025, il y a beaucoup trop de préjugés. Et il faut féliciter ceux qui ont rédigé cette lettre. Parce elle vient, cette lettre-là, un peu comme un appel aux Camerounais à ne pas confondre le régime RDPC qui va être débarqué en octobre. Alors vous le dites avec tellement d'assurance. Oui. Est-ce qu'il y a des indicateurs? Bien sûr. Lesquels? On va arriver aux indicateurs, mais laissez-moi élaborer. Tout à fait, on va en parler. C'est-à-dire que ce régime devant être débarqué en 2025, il y a comme dans l'opinion des gens qui confondent la région d'origine du président actuel au régime actuel. C'est-à-dire que certains pensent que le RDPC, c'est les gens du Sud. Et cette lettre vient fort à propos. Vous montrez d'abord qu'il y a des originaires du Sud qui ne sont pas solidaires du RDPC. Et c'est très important pour la paix. Quand mon frère Charles Lisan disait qu'il souhaite qu'il y ait des élections apaisées, on pense que c'est un élément qui vient apaiser les prochaines élections. Si M. Paul Biya est battu, parce qu'il sera battu en octobre, n'allez pas croire que c'est les populations du Sud qui étaient les seuls soutiens de M. Paul Biya. Non. Le RDPC est fait de militants qui sont originaires de l'ensemble du pays. Ils ne sont pas seulement originaires de la région du Sud. Je suis d'accord qu'il y a eu certains propos que nous avons dénoncés venant de certaines élites originaires du Sud et certains actes que nous avons vus qui n'étaient pas acceptables dans un régime démocratique comme le nôtre. Voyez-vous, il me semble que c'est le professeur Famdongo, secrétaire à la communication du RDPC, qui avait lancé cette boutarde à une certaine époque. La région du Sud est le socle granitique du RDPC. Et donc, il a mis dans la conscience collective des Camerounais que s'il y avait un dernier bastion à tomber, à faire tomber, pour faire tomber le RDPC, c'était la région d'origine du chef de l'État. C'est pas une très belle allusion. Nous avons avec le docteur Oko qui est signataire de cette lettre-là. Apollinaire, le grand Oko. Oui, qui est l'un des signataires. Il est membre du directoire, secrétaire national aux questions de la santé au MRC. Nous avons eu une mission il y a quelques années dans la région du Sud. On allait tenir un meeting de ce côté-là. Et nous avons été empêchés d'entrer dans la ville par des jeunes badauds que des élites du coin avaient montés pour dire on ne veut pas du MRC dans notre région. J'étais témoin oculaire, j'étais scandalisé. Parce qu'on n'a pas vu dans ce pays une région où on a empêché les Camerounais de se balader. Même si aujourd'hui on constate que le régime en place frileux adopte des comportements proches pratiquement de l'apartheid. 2 fois déjà,
M. Maurice Kamto a été empêché de parler à des Camerounais à Douala. La dernière fois, c'était vous avez couvert tout cet événement où il n'a pas pu parler à ses militants au siège du parti à Deido. Beaucoup avancé l'argument selon lequel cela frisait une manifestation publique alors qu'il n'y a pas eu une déclaration de manifestation publique. Ça, c'est l'argument qu'ont avancé beaucoup d'experts. M. Maurice Kamto avait bien annoncé qu'il avait une réunion avec le directoire régional de son parti à Douala. Mais écoutez, les libertés fondamentales font que c'est l'État qui est garant de la sécurité qui doit préserver ce cadre-là pour que nous puissions échanger avec notre président. C'est pas à nous de faire la sécurité. Si M. Maurice Kamto était un Camerounais extrêmement aimé aujourd'hui, est-ce de sa faute? C'est donc le régime en place qui doit le protéger et pas l'inverse. Donc on ne devrait pas mettre un bémol sur les libertés, sur les droits fondamentaux d'un homme politique parce qu'il est populaire, parce qu'il est aimé des populations. Non. Donc sur la question qui nous concerne aujourd'hui, on va dire que la région du Sud est une région extrêmement pauvre aujourd'hui. Il n'y a pas de route dans la région du Sud. Pas assez, de toutes les manières. Vous allez voir, j'ai vu des images tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de routes dans le Sud qui ne sont pas faites. Alors ça rappelle un bel ouvrage qui avait été écrit par Dr Charles Ateba Yéné, voilà. Les paradoxes du pays organisateur. C'est une très belle référence. Ça veut dire que la question que posent aujourd'hui ces signataires-là n'est pas une question nouvelle. Parce que M. Ateba, il disait à son époque, vous faites bien de le rappeler, que vous avez l'impression que M. Paul Biya, étant ressortissant du Sud, le Sud a un avantage par rapport aux autres régions. Mais aller dans le Sud, certaines régions sont mieux loties que la région du Sud. D'où toute l'explication de cette sortie de ce collectif d'enseignants et de chercheurs universitaires qui ont pondu la lettre, et jusqu'à même d'une certaine crédibilité et même d'une légitimité du point de vue intellectuel. J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire que dans cette lettre-là, tout ce qui est dit n'est pas nouveau. Au moins on est d'accord. C'est-à-dire que le constat qui est fait du niveau de pauperisation, du niveau de délicatesse du développement dans la région du Sud, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est est-ce que les Camerounais qui s'imaginent qu'après M. Paul Biya, on doit abandonner la région du Sud parce que c'est eux qui avaient le pouvoir? Nous, on dit que cette lettre est salvatrice. Elle vient rappeler aux Camerounais que le régime RDPC n'est pas le régime d'une région. C'est un régime dans lequel il y a des ressortissants de toutes les régions et que la région du Sud est autant malade que les autres régions du pays. Et donc, quand la renaissance nationale va arriver, vous avez vu tout à l'heure, je vois bien que c'est un jeu presque permanent du RDPC de mépriser les autres citoyens. On a fait un meeting à Paris à la fin du mois de mai. Et dans ce meeting, les autorités de la ville ont d'ailleurs dit qu'il y avait pratiquement 80 000 personnes. Mais on a vu tous les responsables du RDPC sortir pour dire minimiser cet événement. Non, c'était un signal. La tectonique a continué à Douala. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le changement arrive. Et nous devons préserver tout le peuple camerounais. Et qu'il n'y ait pas d'esprit qui pense qu'il faut se venger parce que de telles régions ressortait le président actuel. Ces ressortissants de ces régions-là, tout comme dans l'extrême nord, les appels viennent de partout pour le changement de l'extrême nord, au nord de la Damawa, de l'est, partout les appels au changement arrivent. Il n'y a donc pas un peuple qui doit être victime de ce que le régime RDPC a fait au Cameroun. Merci Laurent. On va aborder un peu la question sur un point de vue régionaliste et même du régionalisme politique pour mieux dire. Est-ce qu'il existe des tensions véritables dans la plupart des régions du Cameroun et même des frustrations spécifiques, soit à la région du Sud ou encore à plusieurs régions qui pourraient quand même donner du crédit à ces revendications qui sont faites par ces élites du Sud. Tenez par exemple, il y a une mention que je vais relever ici dans cette note. Nous lançons un appel fraternel à nos frères et sœurs qu'ils s'engagent pleinement des semaines à venir afin de prendre leur destin en main. Nous n'avons pas le choix. Les populations de notre région ne doivent plus avoir pour seul destin la souffrance et le silence, la mort. Merci Xavier Raoul-Elong. La question que vous posez est à la limite le train-train quotidien des Camerounais à travers le triangle national. Et qui plus est, cela se présente comme un paradoxe parce qu'il s'agit de la région du Sud. On aurait cru que du fait, n'est-ce pas, du fait
d'appartenance du président de la République à la région du Sud, du fait de ce que certains ténors du pouvoir, notamment certains ministres, viennent du Sud. On se rappelle qu'à un moment, par exemple, on disait Zotele SDF, c'est-à-dire que Zotele sécurité, défense, finance. Vous voyez? Oui. Donc, on avait l'impression que le Sud, seul n'est-ce pas, tenait les maillons forts du régime du pouvoir. Sauf que, depuis un certain temps, notamment avec, on l'a dit déjà ici, M. Charles Ateba-Yene, ou Dr Charles Ateba-Yene, on a fait le constat du paradoxe du pays organisateur. Raoul, un exemple, lorsque le gouverneur du Sud doit aller dans un département comme le département de l'océan, il doit quitter le Sud pour le centre pour le littoral pour le Sud. C'est-à-dire que Ebolova, Yaoundé, Edea, Kribi. Parce qu'il n'est pas capable d'emprunter la route Ebolova à comme 2 Kribi. Longue pratiquement de 80 km. Voilà un exemple. Lorsque vous prenez l'axe lourd, Yaoundé et Ebolova, pour moi, c'est une corde, c'est un cordon. Lorsque vous prenez l'embranchement qui mène à Sambelima, plein de trous. Quelqu'un me disait un jour, lorsqu'on faisait ce trajet, que c'est un tombeau blanchi. Vous voyez? Le Sud, sur le plan géographique, devrait être une région extrêmement riche en raison de sa position centrale en Afrique centrale. La région du Sud est à cheval entre 3 pays. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, Brazzaville. Vous imaginez que la région du Sud pouvait se positionner, ou le marché du Sud, comme par exemple le marché d'Ambatonkom, pouvait se positionner, n'est-ce pas, comme un carrefour d'Afrique centrale. Mais comment comprendre que la région du Sud reste parmi les régions pauvres? Je ne vais pas citer Ateba-Yene. Allons-y. Quelle est la base économique de la région du Sud? Quelle est la base industrielle de la région du Sud? Quelles sont les grandes entreprises qu'on retrouve dans la région du Sud? Prenons le bilan, que on va appeler ça, du comice agro-pastoral aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le bilan du comice agro-pastoral pour la région du Sud? Alors, si nous vous posions la question... Où est, par exemple, l'entreprise de montage de tracteurs de Bolova? Où est le marché de Bolova? Donc, vous comprenez que dire que les populations de la région du Sud souffrent, ce n'est pas en réalité dire du mal de ces régions. C'est une réalité, c'est une vérité. Sauf qu'on veut nous démontrer le contraire. Ateba-Yene n'avait pas de tort, n'est-ce pas, de dire que des paradoxes du pays organisateur. Allons-y à Raoul. On a parlé des projets structurants. Bien. Qu'est devenu le barrage de Mendele? Quelle est la quantité de kilowatts qui y sortent? Parlons du projet de la centrale à gaz de Kribi. Quelle est-elle? Quel est son impact sur le réseau interconnecté Sud? Aujourd'hui, moi je pense que de tous les projets structurants, c'est à la limite le projet du port autonome de Kribi qui a la valeur naturelle, la valeur forte des projets structurants dans le Sud. Il va sans dire que donc, la région du Sud peut se soulever. Donc, la sortie des élites du Sud est compréhensible. Deuxième chose, on a rappelé ici, on a dit que le Sud était le sol granitique du RDPC. Je vais emprunter une expression forte au regretté professeur Gabriel Lepp qui parlait du village électoral. Aujourd'hui, cette sortie fait une démonstration. Le 100% n'est plus sûr dans le Sud. Or, vous savez, les hommes politiques du Sud en général, et ceux du RDPC, ont toujours cette tendance à promettre au président national du RDPC un score de 100%. Soviétique. Mais aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas 100%. On est sûr que M. Abayono, le docteur Oko et tous les autres ne vont pas voter au RDPC dans son sol granitique. Troisième chose, ça démontre une avancée dans l'opposition.
c'est que le MRC, par exemple, c'est tel que M. Zhang et Guy Laurent Kwam disent que ce sont les militants du MRC qui l'ont écrit. Ça signifie que le MRC est en train de faire une démonstration d'un ancrage national, d'un ancrage territorial. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire que le MRC est un parti uniquement de la région du littoral ou de la région de l'Ouest, mais le MRC se retrouve déjà aussi dans la région du Sud. Sur la base de ce qui précède, ce que nous venons de dire, il sera dangereux pour les responsables du RDPC, du parti au pouvoir, de minimiser, d'ignorer ces voix discordantes qui sortent, n'est-ce pas, discordantes, qui sortent de ce qu'on a appelé le socle granitique. Alors justement, pour rester dans la région du Sud, on sait qu'aujourd'hui même, ce dimanche, du côté de Kribi, il y a un méga meeting qui a été organisé en soutien au président Paul Biya. Beaucoup d'observateurs estiment que c'est une sorte de réponse, notamment des élites du Sud, à cette lettre d'autres élites intellectuelles. Maintenant, cette réponse peut-elle avoir une quelconque influence, à quelque niveau que ce soit? Monsieur Raoul Elon, est-ce que ça peut aider davantage à redynamiser le public ou encore les potentiels électeurs et à terre notamment ce son de cloche, vous l'avez dit, discordant et même peut-être dissonant des militants ou encore des intellectuels qui ont conduit cette lettre? L'avantage, c'est que nous sommes encore octobre et à 3-4 mois d'aujourd'hui. Il va sans dire que les organisations politiques à l'instar du RDPC sont capables de se remettre en question et de développer des stratégies les bonnes. Sautons un peu du sud, allons un peu dans le nord. On a vu par exemple qu'un ministre, certes d'un parti d'opposition, mais proche du pouvoir, n'est-ce pas, est sorti pour dire aux gens, mais attends, ceux qui vous ont fait souffrir pendant 40 ans... Alors vous évoquez là cette sortie du ministre Issa Chiroma Bakari, d'ailleurs qui parlait en Fulfulde, mais dont la traduction a laissé croire qu'il se désolidarisait. Lui également, du RDPC ont posé la question. Il y a un avantage, le SNC qui est... Il y a un avantage et un inconvénient. Oui. Pour les stratèges du RDPC, c'est le temps de s'asseoir pour dire, mais attention, ça ne va pas dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer, je veux parler comme quelqu'un, rassurer nos militants de la base du Sud? Mais faites pas attention, Dieu donné son bâti souvent quelque chose de très important. Quand le veuille pas au Cameroun aujourd'hui, le vote est encore majoritairement communautaire. Ou alors régional. Communautaire. Et quand je parle de communauté, je m'appuie sur les traditions. Mais le moment venu, on va secouer la fibre communautaire pour dire aux gens, oui, d'accord, mais mieux vaut le diable, le démon qu'on connaît, que le diable qu'on ne connaît pas. Alors cela revient justement contradictoirement à ce que disait l'évêque de Yagua, mieux le diable que... Déjà, vous allez me permettre certainement de dire une ou deux choses sur les propos parfois populistes. C'est votre droit, c'est votre temps de parole. De M. Charles Élisant. Je le dis pour une ou deux raisons. La première raison, c'est qu'avant 2018, je n'étais pas communicant télé ou radio du MRC. Donc Charles Élisant n'a pas raison de vous dire que j'avais déjà dit ça en 2018. À moins que ce soit un autre Guy Kwam qu'ils ont encore retrouvé, je ne sais pas, comme comment il s'appelle, monsieur Liby Lobert m'a affecté des propos sur Facebook qui n'étaient pas ma personne. Donc je n'étais pas communicant chez militant, mais pas communicant ni radio, ni télé du MRC. Donc Charles doit peut-être parler d'autre chose que de ce que nous avons vécu dans ce pays. Charles Élisant vous parle du Sénégal. Et il vous dit que la mobilisation populaire au Sénégal était une mobilisation de qualité. Donc les gens qui font des trucs vont voter. Mais je voulais aussi que Charles nous dise... Bon, je peux me tromper sur cette affaire, donc apologize. Okay. Je voudrais rappeler à Charles Élisant que au Sénégal, c'est la Cour constitutionnelle qui a empêché que le président qui était en place puisse rempiler, ou bien puisse repousser les élections présidentielles. Donc, c'est un pays où les institutions sont assez fortes. Ce n'est pas le cas au Cameroun. À la différence du Cameroun, où les institutions sont taillées à la mesure d'un nombre. Donc si on doit prendre les exemples d'ailleurs, prenons les bonnes pratiques et ramenons-les au Cameroun. Quand Charles Élisant vous dit que dans le Sud, les élections sont toujours gagnées avec des scores soviétiques par le RDPC, je prends un ou deux exemples et c'est des choses qu'on n'aura plus en 2025.
Parce que, comme je le dis très souvent, les populations sont en train de s'organiser pour qu'on ne leur vole plus leur voix. Pour qu'on ne vote plus à leur place. Je prends pour exemple le cas du professeur Kouvanda, qui nous a dit qu'en 2018, son père décédé avait voté. Son père décédé, quand il est revenu, il a trouvé que son père décédé avait voté. Mais qui a voté pour son papa? Ce qu'on vous dit, c'est que désormais les populations camerounaises, et je le souhaite, que s'il y a des élections transparentes, crédibles dans ce pays, eh bien oui, si M. Paul Biya gagne, s'il est candidat, M. Kanto le félicitera. Mais les Camerounais voient bien que rien n'est parti pour que les élections soient transparentes dans ce pays. Parce que nous sommes en train d'aller à une compétition électorale où les Camerounais cachent le fichier électoral national. Et si on nous cache le fichier électoral national et qu'on ne le met pas à la disposition du public politique, comme la loi le demande, on va donc sur quelle base à ces élections? Quand on ne connaît pas ceux qui vont aller à ces élections, on vous dit non, allez compiler le fichier électoral des communes. Non. Et l'ECAM doit nous donner le fichier. Comme cela se passe d'ailleurs en Côte d'Ivoire, si on prend les bonnes pratiques d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, tout le monde a eu le fichier électoral national. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas l'avoir? C'est la préparation à la fraude électorale. Rien ne justifie cela. Nous avons toujours, dans la région du Sud, quand j'entends mon frère Arsène nous dire que on peut questionner la légitimité et même peut-être l'opportunité des acteurs qui ont écrit cette lettre du Sud, je tombe des nues. En 2020, M. Apollinaire Oko, parlons de lui, était déjà responsable du MRC. Il a fait presque 1 an en prison. Vous n'êtes pas au courant? Vous questionnez la légitimité d'un pareil acteur parce qu'il a organisé avec le MRC des marches pacifiques. Vous avez l'impression que ce n'est pas un CV politique assez lourd. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui sont engagés depuis des années auprès des populations du Sud, mais pas que ça, mais également auprès des populations du Cameroun. Quand un acteur pareil vient écrire, vous dites non, mais pourquoi est-ce qu'ils apparaissent maintenant? J'ai entendu même dire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire un appel au RDPC pour d'éventuelles nominations? J'ai entendu des gens parler du chantage. Parce que justement, lorsqu'on regarde, on observe le landerneau politique, on a vu beaucoup de leaders et même quelques membres des partis politiques qui utilisent un certain nombre d'actions et d'actes pour les positionnements tout simplement. Et on le voit, une fois qu'on a été nommé, qu'on a eu une nomination, on oublie les combats d'hier, ce qui n'enlève justement pas. Oui. Monsieur Elon. Là, on est sorti des élections de 2018. Il y avait des élections législatives et municipales en 2020. Ces mêmes acteurs dont vous parlez là ont organisé un boycott des élections municipales et législatives. C'était un signal fort aux populations camerounaises que ces acteurs ne sont pas en politique pour leurs intérêts privés. Et ça, les Camerounais l'ont compris. C'est eux qui ont organisé le boycott. Ben oui, je parle des acteurs du MRC. C'est eux qui ont oui, le MRC a boycotté les élections de 2020. C'est pas le MRC qui a boycotté. C'est Kanto qui a boycotté les élections. Il y a un gros signal, d'où le départ de plusieurs de vos cadres. Alors, mais justement, Kanto, professeur Maurice Kanto, il est le président du MRC. Il faut donc qu'ils disent que si Paul Biya demande aux Camerounais de ne pas aller voter au municipal, je ne viendrai jamais à la télé, moi, dire que j'ai boycotté. Paul Biya a décidé de boycotter les élections. D'où le départ de certains membres du comité central, du bureau politique. C'est aussi clair que ça. Merci pour la précision. Alors vous allez chuter. Non, je ne chute pas parce qu'il ne peut pas dire quelque chose pareil. Je le laisse et puis il continue. Je l'ai laissé parler. Charles Elisant, nous comptons sur votre élégance. Voilà, votre élégance. Allons-y, Guy Laurent Kwam. Je redis. Oui. Dans le MRC, le parti politique dans lequel je milite, dans lequel M. Zan ne milite pas, je fais partie de ceux qui était pour le boycott en 2020. Alors si je le dis moi-même... En ayant fait le dossier. Charles Elisant, vous permettez qu'il continue? Il fait le dossier et puis il dit qu'il voulait boycotter comment? Charles Elisant, allons-y. Guy Laurent Kwam. Je vais toujours expliquer les choses à M. Zan, il ne comprend pas. Pour que vous alliez dire que vous avez boycotté une élection, il faut même que vous ayez fait les dossiers. Monsieur Maurice Kanto, quand il sera calme, on va parler. Non, moi je t'ai pas. Monsieur Maurice Kanto a dit aux journalistes, parce que l'argument que le RDPC sortait, on savait bien comment, on sait comment il fonctionne. C'était, vous voulez pas aller aux élections parce que vous n'avez pas de candidat.
on a demandé à nos militants de faire les dossiers. Les militants ont fait les dossiers. Monsieur Maurice Kamto dit en permanence, ceux qui veulent voir que nous on va être dans toutes les communes là, venez au siège du MRC. On vous donne les dossiers qui étaient préparés. Tous les dossiers, on les a récupérés. C'est à Yaoundé. Le boycott est un moyen d'expression politique. Et par ce moyen d'expression politique, il est même question de demander aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Quand dans une élection, on a 8 millions d'inscrits, 9 millions, 10 millions, si on organise un boycott qui a 500 000 qui partent voter, c'est un vrai message qu'on envoie au système central. Et donc le MRC, la deuxième chose sur cette question, Charles ne le sait peut-être pas, la décision de faire le boycott a été dans une réunion du Conseil national de notre parti. Ce n'est pas donc une décision de Maurice Kamto. Il y a une réunion où on a décidé de me parler. Vous connaissez alors, mais justement, si on interroge les faits, à l'époque, vous savez qu'il y a Michel Doki et autres partis, autres cadres du parti qui s'étaient insurgés et annonçant sur les plateaux de télévision, même qu'ils ont été tous surpris. Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto paraissait, sur ce plan-là, n'avoir contacté ou encore consulté personne, que c'est une décision qui est arrivée comme ça. Monsieur Elan. Oui. C'est un mensonge. Puisqu'il y a une convocation d'un conseil national, et que même parmi beaucoup de militants se demandaient pourquoi le président convoque un conseil national le dernier jour où on dépose les dossiers. Mais il y a une convocation formelle. Et ce conseil national, s'il vous plaît, a été élargi aux responsables départementaux. Alors, là justement, parce que vous parlez de venir de tout. Alors, c'est une relance. C'est une relance que vous allez c'est une relance qui nous permettra d'éclairer la situation en quelques secondes seulement. Vous avez parlé d'une consultation élargie au niveau départemental. Des responsables du parti. On a justement vu dans certaines parties de ce pays les responsables départementaux qui ont exprimé tout leur désarroi et même leur déception. Je ne vais pas citer les noms pour créer des petites difficultés, mais les uns et les autres ont dit on ne gère pas un parti comme ça, nous n'avons pas été informés. Oui. Quand on prend une décision aussi grave, vous avez l'impression que tout le monde peut être d'accord? Quand vous dites que vous avez eu des responsables, citez-nous sur les responsables du MRC. Combien étaient en désaccord? Vous avez listé 2 ou 3 cas. Citez-moi 5 cas. Mais ça existe. Mais je ne veux pas savoir si ça existe. Dites-moi enregistré et citez-moi 5 responsables dans l'échiquier du MRC. Quand on prend une décision... Posez-moi la question après, pardon. Vous demandez les responsables. Vous allez réagir. Quand on prend une décision aussi grave, on peut s'attendre à ce que le parti aille en vrille, se désagrège. Tout à fait. Mais le MRC est, entre 2018 et 2025, encore plus fort qu'avant. Parce que les Camerounais, non pas seulement les militants du MRC, mais les Camerounais ont compris que c'est une décision importante qui a relevé le niveau de conscience politique du Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prêts en 2025 qu'en 2018. Alors, on dit d'ailleurs que c'était une décision qui a permis... incontestable aujourd'hui dans l'opinion publique. Et j'ai aimé l'analyse d'un sociologue ou d'un intellectuel sur un plateau, ça se partage sur Facebook, et qui a dit mais ce monsieur Maurice Kamto doit être un génie. Comment est-ce qu'il a boycotté les élections municipales et législatives en 2020, mais entre 2020 et 2025 il réussit à tenir en haleine la société politique camerounaise. On ne parle que du MRC depuis 2020. Et ceux qui pleurent le boycott, je suis assis devant vous, ceux qui pleurent le boycott, c'est le RDPC. On est content de cette action politique, mais tous les jours, c'est eux qui pleurent du boycott. On est très heureux de ce qu'on a fait, parce qu'on a permis aux Camerounais de voir le niveau de fraude électorale dans ce pays. Ils avaient décidé du niveau de mairie qui donnerait au MRC. Ils avaient déjà décidé de qui viendrait être député au MRC et qui retournerait après. Mais la chandelle qu'on leur a donnée par le boycott, c'est de n'avoir pas participé. Merci. Mais bien sûr. Merci. Non, je n'ai pas terminé. Merci. Non, vous avez 30 secondes. Vous sortez là en 30 secondes, oui.